Radio J. Le Forum Radio J, Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour à tous et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité Emmanuel Grégoire. Bonjour. Bonjour. Alors au menu de cette émission, la préparation du budget, comment trouver les 40 milliards d'économies nécessaires et quelle contribution du PS au débat autour du rétablissement des finances publiques. La menace de censure de votre parti est-elle une menace sérieuse ou une tartufferie? Puis il y a aussi la perspective des municipales à Paris. Vous êtes candidat à la candidature du PS à la mairie de Paris, c'est dans 9 mois, une candidature contre Anne Hidalgo ou contre Rachida Dati. Mais on va commencer bien entendu par le contexte international. Est-ce que vous comprenez les frappes américaines contre 3 sites nucléaires iraniens qui ont eu lieu cette nuit ? Écoutez, ces frappes, c'est une forme de coupable soulagement. Un soulagement parce Ça veut dire quoi, coupable ? Vous approuvez Parce quoi ? que vous ne me verrez jamais verser une larme sur le régime des Mollahs, qui est un régime corrompu, sanguinaire, et qui fait peser sur l'ordre international une menace évidente depuis de très nombreuses années. Depuis 46 ans. Et honnêtement, que nous trouvions les moyens d'empêcher l'acquisition de l'arme nucléaire et le risque immense que cela ferait porter au monde est à l'évidence un objectif qui ne peut qu'avoir notre accord. Et notre accord, vous parlez en votre nom propre ou au nom du Parti Socialiste ? Non, je parle en mon nom propre. Les frappes ont eu lieu à 2h du matin. On s'est réveillés tous les deux à 6h ce matin et un peu saisis par le vertige du monde. Et une forme de culpabilité. Pourquoi ? Parce que c'est encore une fois des interventions qui s'affranchissent du cadre du droit international et que c'est troublant de voir le monde s'enfoncer un peu plus dans des situations de conflit qui se cristallisent partout dans le monde et qui, je le dis, font peser à terme une menace sur l'ordre et la paix. Mais à bien vous entendre, à bien vous comprendre, vous considérez que c'est une bonne nouvelle, ces frappes tout ce qui pour le Proche-Orient et pour le monde, dans la mesure où, a priori, les 3 sites d'enrichissement nucléaire les plus importants, clés de l'Iran, ont été a priori détruits. Oui, alors on va largement touchés. On va attendre un peu de recul et j'évite toujours de m'exprimer, on va dire, dans la tension de l'immédiateté, mais je ne peux pas exprimer le moindre regret sur des initiatives qui visent à empêcher l'Iran de menacer le monde. Parce que vous avez en tête ces déclarations des différents dirigeants iraniens, depuis Khomeini, Ahmadinejad et Khamenei, qui disent depuis 40-45 ans que l'Iran veut disposer d'une bombe atomique pour détruire Israël. Oui, pour détruire Israël et puis d'autres pays. L'Europe c'est un régime qui a eu l'habitude d'avoir des relations conflictuelles et souvent en situation de guerre avec de nombreux de ses voisins. C'est un pays qui menace l'ordre mondial. Notamment à travers le terrorisme. Et c'est à travers le terrorisme, à travers évidemment la répression de son propre peuple. Et c'est d'abord à ça qu'on mesure ce qu'est ou non une dictature. Et enfin, à travers effectivement le déséquilibre de force que cela pourrait représenter dans la relation avec ses voisins et en particulier avec Israël. Et donc, je peux parfois et souvent m'opposer à Netanyahou dans la vengeance aveugle qu'il exprime et dans son ambition de défendre son pays, mais je ne pleurerai pas un seul instant sur l'avenir des Mollahs. C'est étonnant, depuis ces 3 minutes que cette émission a commencé, j'ai l'impression que vous avez en tête, vous voulez dire bravo Trump, bravo Netanyahou. Non, je peux pas dire ça. Et mais c'est ce que je comprends, ce que vous dites. Non, mais vous ne dites pas non plus, et personne ne peut dire ça, c'est pour ça que je parle vous savez ce que je me dis, moi soulagement. Vous savez ce que je me dis, moi depuis 46 ans, Khomeini, le régime iranien, les Mollahs disent on va détruire Israël grâce à la bombe atomique. En 1925, il y a 100 ans. Vous savez ce qui s'est passé il y a 100 ans ? Publication de Mein Kampf d'Hitler. À l'époque, ça n'avait pas été pris au sérieux. 15 ans après, il y a eu la Shoah. Donc, à un moment donné, il faut quand même prendre ce type de menace au sérieux. À l'évidence, d'ailleurs la communauté internationale ne les prenait pas à la légère. La question qui s'est posée pendant longtemps, c'était celle de la voie de la négociation ou de la force. Il se trouve que la voie de la négociation sur, on va dire, le ralentissement, voire même l'arrêt du programme nucléaire iranien, n'a jamais fait les preuves déterminantes de son efficacité. Je le redis, et je pense que beaucoup de gens sont mal à l'aise ce matin, à la fois qu'il soit mis, entre guillemets, ou potentiellement mis fin à ce programme nucléaire est à l'évidence un soulagement, mais il y a une forme de culpabilité sur les moyens qui l'ont permis. Et je pense qu'on a le droit d'être mal à l'aise avec ce qui s'est passé. Bien sûr. Alors, vous parlez des moyens qui ont été utilisés pour parvenir à ça. Donc, la manière forte, c'est B-2 américain après 10 jours de frappe israélienne.
L'Europe a voulu tenter jusqu'au bout la négociation avec l'Iran, jusqu'à la fin de la semaine dernière, ce qui a échoué. D'abord parce que l'Iran avait répondu par une fin de non-recevoir. Le ministre des Affaires étrangères iranien, depuis Genève, considérant devant ses homologues européens que l'Iran était déterminé à défendre son intégrité territoriale, sa souveraineté nationale et sa sécurité avec toute la force nécessaire, c'est-à-dire avec le nucléaire. Est-ce que c'est un échec pour l'Europe et pour la France ? Alors non, c'est pas un échec et je voudrais quand même insister sur le fait que quand bien même les frappes américaines auraient atteint au moins partiellement ou principalement leur but, la réalité c'est que la menace iranienne ne disparaît pas. L'intention politique est toujours là et chacun mesure aujourd'hui avec effroi le risque de représailles, le risque d'embrasement, le risque de contamination. Donc de toute façon, risque d'escalade, vous dites ? Il doit, bien sûr, enfin j'en sais rien, je suis pas spécialiste du sujet, on est tous des observateurs un peu interloqués et inquiets. Ce qui est certain, c'est que il faudra aujourd'hui poursuivre avec deux choses. La première, c'est une voie diplomatique qui viserait à des engagements très fermes et très clairs et très transparents d'amendement du programme nucléaire. Et je le dis, il faudra qu'à un moment donné, le plus tôt sera le mieux, il y ait une transition démocratique en Iran pour qu'avec la chute du régime, advienne un peu de stabilité dans la région. Transition démocratique. Il faut que les mollahs quittent le pouvoir en Iran. Il faut que la démocratie revienne en Iran. Je crois que c'est un objectif qui est beaucoup plus politique qu'il n'est militaire en réalité. Il faut que les mollahs quittent le pouvoir, parce que bien sûr, la question qui se posait... Personne ne peut se réjouir d'une théocratie autoritaire, dictatoriale, qui assassine son peuple. Donc la transition démocratique est un objectif politique. Je ne crois pas qu'il puisse être rempli par des moyens militaires. Justement, mais ça veut dire qu'il faut, quand vous dites qu'il faut que les mollahs quittent le pouvoir, si ces frappes israéliennes, américaines parviennent à aider le peuple iranien à faire partir le régime des mollahs, ça serait une bonne chose. Oui, ça doit venir de l'intérieur. Exactement, ça doit venir de l'intérieur, parce que le problème des dictatures, c'est qu'elles ont du mal à mourir et généralement elles sont remplacées par d'autres dictatures. Et donc c'est évidemment de la société civile, de la société iranienne elle-même, que doit venir la solution politique. Et pour que la solution politique puisse advenir, il faut aussi que les opérations militaires cessent à un moment donné. Et donc, il faut qu'on puisse trouver quand même par la voie de la diplomatie un arrêt des hostilités pour que le peuple iranien puisse prendre son destin en main. Je vois que vous faites preuve de diplomatie, mais de diplomatie offensive. Oui, enfin, je fais preuve de diplomatie, d'abord de beaucoup de prudence et d'humilité. On est tous là à Paris, dans nos bureaux, à regarder la situation à travers la télé, les infos. Donc, prudence sur les infos qui nous remontent. Et deuxièmement, on essaie de trouver un chemin d'équilibre, un chemin, on va dire, de sagesse. La réalité, c'est que la situation est infiniment complexe, elle est très anxiogène, elle est dans la situation et le risque d'escalade au Moyen-Orient, elle est aussi dans les effets de bord qu'on peut voir dans nos sociétés. Et essayons de garder un peu de hauteur et un peu de distance. Parce qu'on regarde une chose, si les missiles balistiques envoyés par l'Iran sur Israël, encore ce matin, avaient été dotés d'ogives nucléaires, qu'est-ce qui serait passé ? D'accord. C'est évidemment que c'est bien pour ça que la menace de l'acquisition de l'arme nucléaire a toujours été une crainte et donc un objectif de l'empêcher. Et on observe aussi quand même la fragilité du système militaire iranien à cette occasion. Je veux avoir une pensée pour tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont victimes, tous ceux qui ont des proches qui sont victimes ou qui ont peur. Et il va falloir quand même trouver les moyens de remettre un petit peu de paix dans quelques endroits du monde. Ouais. Risque d'escalade, vous en parliez. Beaucoup se demandent si l'Iran ne va pas passer de l'envoi de missiles contre Israël à l'utilisation de l'arme que l'Iran utilise depuis 45 ans. Le terrorisme d'État. Le terrorisme d'État. Évidemment. L'Iran est un État terroriste. Évidemment, et que ça nous soucie aussi pour Paris, ça nous soucie pour les grandes villes du monde. Oui, vous êtes élu de Paris, vous croyez que Paris peut être sous la menace ? Je n'en sais rien, et je n'en sais rien par définition. Les terroristes vous envoient rarement un faire-part. Mais deuxièmement, je sais la mobilisation des forces de l'ordre, je sais la mobilisation de la police dans les plus grands pays du monde sur la prévention de ce risque. Oui, on a tous une forme d'inquiétude qui est que l'Iran soit tenté de renouer avec le terrorisme d'État comme il l'a de si nombreuses fois fait dans l'histoire. D'abord vient la force et ensuite vient la paix. C'est Benjamin Netanyahu qui a dit ça ce matin. Est-ce que c'est une bonne grille de lecture ?
Non. Et puis, c'est pas un bon argument. Après, voilà, une situation de guerre et de tension extrême, mais je ne crois en aucune manière que ce que je viens de dire valide en quoi que ce soit les côtés extravagants de la politique du gouvernement israélien. Je veux le redire, je suis un ami d'Israël, mais je suis un adversaire acharné de Netanyahou dans l'aveuglement, dans la violence brutale, dans la vengeance qu'il exerce. Et on ne peut jamais donner tort à celui qui surutilise la force pour imposer ce qu'il souhaite. Vous dites on ne peut jamais donner tort? Non, on ne peut jamais donner crédit à ceux qui utilisent la force de façon inconsidérée, parce que là encore, c'est une menace dont on mesure toujours assez mal les effets de contamination, les effets d'escalade. Vous parlez d'Iran ou vous parlez de Gaza? Là, je parle plutôt de Gaza, en l'occurrence. Parce que Nathalie Ozo, qui était l'invitée ce matin de Radio J, dit à Gaza, il y a une sorte d'épuration ethnique. Moi, j'aime pas trop la guerre des mots. Ce que je sais, c'est qu'il y a des dizaines de milliers de civils qui meurent. Vous êtes sûr des chiffres? Parce que c'est les chiffres du Hamas. Oui, non, c'est pas les chiffres du Hamas. D'ailleurs, vous observez que j'ai pas donné le chiffre précis. Ouais. J'ai dit des dizaines de milliers de morts. Et moi, je laisserai les spécialistes. Je laisserai les spécialistes et les historiens. Mais Frédéric, c'est pas le débat. Bien sûr. Le débat, c'est qu'il y a des dizaines de milliers de civils qui meurent. Voilà. D'accord. Alors, on poursuit. Sur Israël-Iran, cette guerre Israël-Iran a conduit Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, votre patron, quelque part. Non, c'est pas mon patron, c'est le premier secrétaire. Vous l'avez soutenu au Congrès? Non, je ne l'ai pas soutenu au Congrès parce que je n'ai soutenu personne au Congrès. Vous êtes un observateur suffisamment attentif pour le savoir, mais il est le premier secrétaire du Parti socialiste et il est à ce titre légitime. Légitime. Alors, il a posté un tweet, c'était vendredi. Étonnant. Je le cite, soutien au peuple iranien qui se lève contre le régime de Mollah, d'accord, mais qui ne veut ni la guerre, ni une prétendue libération venant d'un criminel de guerre, sous-entendu Netanyahou. Il continue, le droit international doit être respecté partout et de la même manière, c'est notre unique boussole. Et puis, Olivier Faure de poursuivre, on ne fait pas la guerre pour se débarrasser de la guerre, disait Jaurès, si le sentiment de nos forces les augmente, alors continuons de nous mobiliser pour donner de la force à celles et ceux qui se battent pour pouvoir vivre en paix. Exigeons de la France qu'elle agisse enfin pour stopper l'escalade au Proche et Moyen-Orient. Faure cite Jaurès. Est-ce que vous croyez vraiment que Jaurès apprécierait ce qui apparaît quelque part, comme plus un soutien au Mollah de Téhéran qu'au peuple israélien? Alors, je lis pas du tout ça comme ça. Ce que vous venez de me lire, que je découvre, parce que je ne suis pas non, je passe pas ma vie sur Twitter et heureusement, ma santé mentale s'en porte bien mieux. Rien dans ce que vous avez dit ne me choque et rien dans ce que vous avez dit ne me semble accréditer l'idée du moindre soutien au Mollah. Pas du tout. Enfin, condamne l'intervention d'Israël en Iran. Non, il ne condamne pas l'intervention. Il dit même qu'il est hors de question de soutenir les Mollahs. Il est juste préoccupé, mais comme tout le monde, comme tous les gens un peu sains d'esprit, tout le monde est préoccupé par le fait que l'ordre international, le droit international, n'a plus lieu dans plein de zones du monde. Et qu'on peut à la fois condamner le régime des Mollahs, s'interroger sur en fait la logique qui conduit à frapper sans mandat international, etc. La situation, il faut le dire, est difficile et je déteste les injonctions à choisir son camp. Il n'y a pas d'injonction à choisir son camp et on peut pleurer les civils morts, d'où qu'ils soient, où qu'ils viennent. Je suis d'accord avec vous. Au passage, toujours Olivier Faure, qui répond à Julien Drey, qui avait écrit sur Twitter que l'ONU était devenue une chambre sous influence du monde islamique. Réponse de Faure, au bout de la dérive vient toujours le naufrage. Il a raison? Vous me demandez si Julien Drey a raison ou si Olivier Faure a raison? Olivier Faure, franchement, je ne vais pas commenter les tweets clash entre Julien Drey et Olivier Faure. Tous les deux, je les apprécie. Ce qui prouve une chose, c'est que quand on a été camarades si longtemps et qu'on en vient à s'interpeller comme ça, c'est que c'est un moment de tension du monde, c'est un moment de tension affective, de tension historique, d'histoire personnelle, etc. J'aime et Julien Drey et Olivier Faure. Et simplement, Olivier Faure, aujourd'hui, il est en responsabilité, il est député et président du Parti socialiste, et il veut aussi rappeler qu'il y a un ordre international, qu'il y a du droit international et que nul ne peut s'en affranchir impunément. Donc pour vous, il n'y a pas une sorte de mélanchonisation
d'Olivier Faure et du Parti Socialiste. Non, alors ça, non, je le refuse, franchement, je le refuse catégoriquement. Catégoriquement. Et je vais vous dire, je ne passerai pas mon temps à m'exprimer sur LFI, c'est pas mon sujet. D'accord. Vous connaissez la clarté, mais même d'Olivier, vous connaissez la clarté de nos positions désormais. Si vous voulez après en faire l'élément central du débat en permanence, au risque d'ailleurs de les renforcer, ce qui ne me semble pas être votre intention. Franchement, parlons des problèmes des Français, parlons des problèmes de Paris. Oui, on va parler de Paris. Et c'est pas l'alpha et l'oméga, et ça qui doit dicter l'agenda politique français. C'était la première question que je vous posais sur Mélenchon, c'est tout. Ouais. Il n'y en a pas eu d'autres avant. Parce que je vous connais, Frédéric. Il n'y en a pas eu d'autres avant, il y en aura peut-être 2 ou 3 supplémentaires. Il n'y en a pas eu d'autres avant. Il existe en tout cas peu de conflits dont il soit aussi difficile de proposer une analyse sereine que celui qui oppose Israéliens et Palestiniens, et au-delà, Israéliens et monde arabe. Aucun autre qui suscite autant d'émotions, autant de partis pris, en particulier en Occident. Comment vous l'expliquez ? Et là, c'est pas sur LFI. Non, bien sûr, j'ai compris. D'abord, c'est effectivement un sujet complexe, un sujet difficile. Et moi, peut-être... On oublie souvent qu'il y a eu des centaines de milliers de morts en Afghanistan, des civils, en Syrie, au Yémen. Des millions d'Africains sont morts dans les guerres au cours des dernières décennies. Et ça, on n'en parle pas. Oui, vous avez tout à fait raison sur le fait qu'il y a des grands massacres, il y a des situations de guerre qui sont horribles dans le monde et qui parfois disparaissent de la vigilance et de l'attention médiatique. Je pense en particulier à un combat personnel, la situation des femmes afghanes, qui, dans une forme d'indifférence générale et avec une culpabilité immense de l'Occident, compte tenu de l'omniprésence de l'Occident en Afghanistan sur quasiment 70 dernières années, vous avez raison sur le fait qu'il y a des oublis. Et pourquoi c'est... Not Jews, not news. Hein? Oui, non, je crois pas. J'espère que non, d'ailleurs. C'est ce qu'on peut ressentir. Oui, évidemment, c'est ce que vous pouvez ressentir. Moi, j'ai lu, je le connais, je ne sais pas si vous le connaissez, mais la tribune qu'a fait Paul Bernard, qui a été un collègue à moi, une tribune qui a publiée dans Le Monde, qui était la plume de Bertrand Delanoë et la plume de François Hollande. Très belle tribune. Qui a fait une très belle tribune qui m'a mis les larmes aux yeux parce que très belle tribune. Être juif en France, c'est être seul. Disant dans sa conclusion, saisissez notre main en gros. Et ça me parle beaucoup. Comprenez-nous. Et ça me parle beaucoup sur un principe simple, c'est qu'il peut y avoir des divergences d'opinion, des divergences d'appréciation. Mais en aucune manière, en particulier pour les citoyens français, nos concitoyens, quelle que soit leur religion, quelles que soient leurs origines, il n'est pas acceptable d'une certaine manière qu'ils aient à rendre compte, qu'ils aient à s'expliquer, qu'ils aient à argumenter. Se justifier. Nous devons protéger nos concitoyens des injonctions à choisir leur camp, des injonctions à leur faire porter des responsabilités qui ne sont pas les leurs. C'est vraiment mon obsession. Moi, je ne suis pas un spécialiste du Moyen-Orient et du Proche-Orient. J'essaie de regarder ça comme un citoyen éclairé qui lit les journaux et qui doit plutôt essayer d'empêcher la radicalité d'engendrer des conflits, en particulier en France. Et ensuite, derrière la radicalité, derrière les confrontations, il y a les violences et il y a des choses tout à fait inacceptables. Parce que je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. Pour vous, il peut y avoir un risque terroriste en France. Les Juifs peuvent être la cible de... Oui, mais personne n'est à l'abri de ça. Je rappelle, bien, personne n'est à l'abri... Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, mais personne n'est à l'abri du risque terroriste. Je rappelle d'ailleurs que ce sont les musulmans qui sont les premières victimes du terrorisme islamiste. Ça, la réalité. Et donc, c'est un devoir de vigilance. Ce serait naïf et irresponsable de ma part de ne pas dire que, évidemment, on y pense et évidemment, on s'y prépare. Il va y avoir des mesures prises au niveau de la mairie de Paris ? Ça, c'est pas le sujet de la mairie de Paris, c'est le sujet de la police. La préfecture. Et je fais toute confiance au préfet de police et au service de renseignement pour protéger nos concitoyens comme c'est leur mission. Et alors, vous parlez de cette tribune de Paul Bernard, magnifique tribune, qui quelque part explique ce que ressentent aujourd'hui les Juifs français. L'après 7 octobre, pourquoi ? Parce que l'après 7 octobre a débouché sur une vague d'antisémitisme sans précédent. Sans précédent. Jean-Luc Mélenchon, je suis désolé de parler de lui, mais il faut bien en parler, et ses amis de LFI multiplient depuis des années, et singulièrement depuis le 7 octobre, des déclarations au relent antisémites. Ils ont ciblé votre camarade Jérôme Guedj. Tout à fait. Jérôme Guedj, qui a qualifié Jean-Luc Mélenchon au congrès du PS, depuis la tribune, de salopard antisémite. Vous approuvez ça ou pas ? Alors d'abord, il se trouve que j'apprécie énormément Jérôme Guedj et le hasard a fait que les 2 fois où il s'est fait agresser physiquement, j'étais physiquement
avec lui. Vous avez ressenti ça avec lui, hein? J'ai ressenti ça avec lui. Je me suis même fait insulter de sioniste criminel, etc. Génocidaire, ainsi de suite. Hein. Et je peux lui apporter que mon soutien. Ces mots ne sont pas les miens. Mais vous dites antisémite mais ou je pas sais. Oui, il y a des relents antisémites, à l'évidence. Je l'ai déjà dit publiquement de nombreuses fois. Chez Mélenchon, chez LFI. Ouais. Ça dépend, pas tout le monde, mais oui. Et mais par chez moment, Mélenchon, mais Mélenchon, il a le paradoxe, il a des déclarations qui me paraissent inacceptables, notamment à l'endroit de Jérôme Guedj, tout en se défendant d'être antisémite à d'autres moments. Oui, j'ai eu je l'ai déjà dit plusieurs fois, des gros problèmes de valeur, d'expression sur la clarté sur le sujet de la condamnation de l'antisémitisme. Je l'ai dit notamment sur les atermoiements à reconnaître le caractère terroriste des attentats du 7 octobre. Ça m'a été insupportable. Vous avez été très net là-dessus. J'ai été très net là-dessus, mais beaucoup Parti socialiste. Mais oui, et on veut souligner la dérive insupportable que cela représente. Peu importe que ce soit motivé par des intentions électoralistes ou je sais pas quoi. Des dérives insupportables, c'est-à-dire et intentions électoralistes, qu'est-ce que ça veut dire? De ne pas reconnaître de façon simple, immédiate, claire, que les attaques du 7 octobre étaient des attaques terroristes, c'est insupportable. Et c'est une faute politique, c'est une faute morale. Je l'ai dit maintes fois, je le redirai s'il le faut, autant que nécessaire. Moi, j'ai mon engagement de gauche, il est né dans la lutte contre le racisme, dans la lutte contre l'antisémitisme. Comme beaucoup d'ailleurs militants de gauche dans nos jeunes années, c'est pour moi essentiel et peut-être en termes de valeur d'engagement au-dessus de tout. Et ça le restera, je l'espère, aussi longtemps que je serai engagé en politique. Alors, on va parler des municipales tout de suite. Mais d'abord, au passage, dès lors que les médias ne relaient pas les éléments de langage des Insoumis, Mélenchon, Bompard et consorts de LFI accusent les journalistes de relayer la propagande israélienne, la propagande de l'ambassade d'Israël, avec menaces et diffamation à la clé. Je sais de quoi je parle. Cela dit quoi de LFI ? C'est un parti totalitaire, une secte, un parti ennemi de la démocratie et de la liberté de presse ou un parti normal? Écoutez, d'abord, c'est pas un parti normal, c'est pas un parti. C'est pas un parti au sens juridique du mot. C'est un mouvement au service d'une seule cause et d'un seul homme, Jean-Luc Mélenchon. Il a, à ce titre d'ailleurs, une grande efficacité d'organisation dans cette obsession d'être au service de Jean-Luc Mélenchon. Je suis en désaccord avec Jean-Luc Mélenchon sur énormément de sujets, y compris, je mets en lumière les déclarations qui étaient les siennes il y a encore 15 ans, dans lesquelles je me retrouvais. Sur l'Iran. Hein. Mais surtout, et sur la laïcité. Surtout sur la laïcité, sur l'universalisme, etc. J'aimais le Mélenchon d'il y a 20 ans, celui d'aujourd'hui m'insupporte. Vous avez milité avec lui à l'époque? Bon, je l'ai jamais connu, moi je ne le connais pas du tout personnellement, mais c'était plutôt lui qui était avec nous et qui est parti. Mais Frédéric, permets une petite observation. On va passer à autre chose. Il faut passer à autre chose. Arrêtons de parler de ça. Non, mais c'est dans le sujet. Vraiment, sinon alors, on tombe dans un piège terrible qui est de ne pas parler des vrais sujets. Les vrais sujets, c'est la politique économique, c'est l'emploi, c'est le pouvoir d'achat, c'est la transition écologique, c'est la canicule, c'est la pollution, c'est la santé publique, c'est la santé mentale, c'est l'éducation de la jeunesse. C'est de ça dont il faut parler. Alors, d'abord, les municipales. Oui. Hein, dans 9 mois. Ce qui est lié à tous les sujets que je viens d'évoquer. Oui, dans 9 mois, les municipales, vous êtes candidat à la candidature du Parti socialiste à Paris. Les militants socialistes se prononcent le 30 juin, donc c'est dans 8 jours. Face à vous, le candidat soutenu par Anne Hidalgo, Rémi Féraud. Est juste de dire que cette élection est le deuxième round du congrès du PS? Non, pas du tout. Non, absolument pas. Absolument pas. C'est pas le sujet. Là, le sujet, c'est qui les militants considèrent être le mieux placé, le mieux préparé pour battre Rachida Dati. C'est la seule question qui importe. Alors j'allais vous demander si une élection, une bataille entre Rémi Féraud et vous, c'est une candidature, la vôtre, contre Rachida Dati ou contre Anne Hidalgo? Évidemment contre Rachida Dati. C'est pas contre Anne Hidalgo, puisqu'elle ne vous soutient pas. Mais vous avez été son premier adjoint, et puis ça a été le divorce. Mais si, il y a des divorces entre vous. C'est un mot un peu fort pour nos relations, mais on a travaillé pendant 10 ans ensemble. J'ai été 10 ans son adjoint, 6 ans son premier adjoint. J'ai adoré travailler avec cette équipe, pour Anne Hidalgo, comme j'avais adoré travailler avec Bertrand Delanoë, dont je suis très proche avant. Et qui vous soutient. Qui me soutient. Qui me soutient. Et donc, Anne Hidalgo fait le choix de soutenir quelqu'un d'autre. Elle a le droit. C'est une militante aussi, elle fait ce qu'elle veut. Comment vous expliquez cette rupture, ce divorce avec elle?
Je sais pas, faut lui demander à elle. Moi, en tout cas, je ne dirais jamais Ça vous a fait mal ou d'elle. pas? Oui, mais la politique, il y a des moments où on est affecté personnellement, mais c'est comme ça, faut vivre avec. Qu'est-ce qui vous distingue de Rémi Féraud? Qui me distingue. Et puis, qu'est-ce qui vous distingue de lui? Et puis, est-ce que vous considérez que les jeux sont faits le 30 juin? C'est vous qui allez être désigné? Alors non, les jeux ne sont absolument pas faits. On précise qu'il y a à peu près 2000 militants. Oui, c'est très peu. Hein. C'est très peu, mais c'est déjà beaucoup, puisqu'il n'y a aucune autre formation politique qui fait élire son candidat. Les écologistes, si je dois le reconnaître, l'ont fait. Quelques centaines de militants. Mais les autres, c'est peut-être pas mieux, puisqu'ils ne font pas de processus de désignation par leurs militants. Et nous, notre légitimité, elle procède des militants. Mais vous considérez que c'est fait, c'est joué? Non, mais pas du tout. Du tout. Il y a encore une semaine de campagne, encore beaucoup de choses à faire. Il faut que ceux qui sont convaincus, évidemment, aillent voter. Et d'ailleurs, c'est l'objectif de cette dernière semaine. C'est la mobilisation générale pour le vote. Et donc, moi, j'ai eu 10 ans merveilleux. Je suis très préparé à cela. Je me suis préparé depuis des années, vous le savez, y compris aux côtés d'Anne Hidalgo pendant longtemps. Et donc, je fais valoir ma préparation, mon expérience, ma vision. Ce qui n'est pas le cas de Rémi Féraud. Je fais valoir ma liberté. Mais moi, je commente uniquement ma candidature. Votre liberté. Ma candidature. Alors, ma responsabilité à moi, c'est de rassembler. Si je gagne, eh bien, j'aurai pour mission de rassembler. Vous ne m'entendrez jamais dire du mal de qui que ce soit. Est-ce que cette primaire, elle n'a pas été un peu trop longue? Je pense qu'on aurait pu... Est-ce que ça n'a pas laissé des traces? Non, ça ne laissera pas de traces parce qu'on s'apprécie et qu'on travaillera bien tous ensemble. Mais je pense que maintenant, il est temps d'engager la vraie campagne. Et la vraie campagne, c'est d'abord un temps de dialogue avec les Parisiennes et les Parisiens. Alors, qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qu'on peut faire mieux? Et on va y travailler. Justement, un temps de dialogue. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Si vous êtes désigné le 30 juin, dans 8 jours, vous ferez campagne en défense de l'héritage, du bilan d'Anne Hidalgo ou en critique du bilan et l'héritage d'Anne Hidalgo? Non, d'abord en défense du bilan. Le bilan, c'est aussi le mien. J'ai été 10 ans en responsabilité très importante à la ville de Paris. Et donc, évidemment, ce bilan, c'est le mien. Mais quand on est dans une phase de campagne, et Anne Hidalgo, évidemment, on a la mémoire en 2014, l'objectif n'est pas de faire l'exégèse de l'action passée. C'est de convaincre les Parisiennes et les Parisiens qu'on a un projet pour l'avenir. Alors, justement, projet. On critique beaucoup Anne Hidalgo sur les problèmes de circulation, de stationnement, de sécurité, de propreté. Est-ce que ça risque pas d'être un boulet pour vous si vous êtes désigné? Écoutez, non, je ne crois pas. D'abord, ce sont des thématiques sur lesquelles tous les maires de Paris étaient très challengés, que ce soit d'ailleurs les maires de gauche ou les maires de droite. Mais on dit que Paris est une ville sale, Paris est une ville où il n'y a pas de sécurité, Paris où les voitures sont bannies, pratiquement, où il n'y a plus de place de stationnement, on ne peut plus circuler. Vous l'assumez ou pas? Ce sont des formules regardez le centre de Paris. Qualifie le centre de Paris. un peu caricatural. Ouais. Mais le principe de la caricature, c'est qu'à la fois c'est excessif, mais ça traduit aussi quelque chose. Et surtout, il faut faire la pédagogie de pourquoi nous avons engagé ces transformations. Encore aujourd'hui, avec la canicule, là, on est en train de finir l'épisode caniculaire, mais en même temps qu'il y a la chaleur, il y a la pollution, il y a les maladies qui vont avec, il y a la difficulté de Donc vie vous assumez, quotidienne. Vous irez au-delà. On assume, j'assume. Vous prolongerez ça. J'assume, on prolongera. Simplement, je veux trouver aussi un cadre, une méthode qui soit la mienne, correspondant à ce que je suis. C'est ce que j'ai dit quand j'ai parlé de réconciliation, d'apaisement. Il y a d'immenses tensions en ville. La ville génère des tensions. Et donc, je veux remettre aussi un peu d'ordre, un peu de respect dans l'espace public. On protège d'abord les plus fragiles, on protège les personnes à mobilité réduite, les familles, les aînés. On fait en sorte de rappeler que la priorité numéro 1, c'est les piétons. Ensuite, les transports en commun et le vélo. Et la voiture pour ceux qui ne peuvent pas s'en passer. Et pour ceux qui ne peuvent pas s'en passer, il faut encore qu'ils puissent bouger, circuler et stationner. Tout ça, okay. Frédéric, est de l'ordre du possible. Tout va bien. Et puis, demander aux Parisiens d'acheter une voiture électrique, c'est pas forcément... tout le monde n'a pas forcément cette possibilité. Tout le monde n'a pas cette possibilité. Je rappelle que 70% des Parisiens n'ont pas de voiture, d'ores et déjà. Donc, les Parisiens se sont massivement habitués au fait de ne pas avoir de voiture en ville. Et moi, mon intention... sur ceux qui ne peuvent pas s'en priver, c'est deux types de populations. Ce sont ceux qui, pour des raisons de maladie ou de personnes en situation de handicap, ne peuvent pas utiliser les transports en commun, y compris compte tenu des problèmes d'accessibilité sur lesquels nous devons continuer à travailler. Et puis les activités économiques, j'y suis évidemment très sensible. Parce que certains livreurs, certains commerçants considèrent qu'ils ne peuvent pas travailler. Voilà, ce qu'il faut, c'est que tous ceux qui peuvent se passer de leur voiture s'en passent, pour qu'on puisse réserver cette mobilité à ceux qui n'ont pas le choix. Alors, sondage est là, publié aujourd'hui dans la Tribune dimanche. Rachida Dati arriverait
très largement en tête du premier tour. Et à gauche, les écologistes pourraient devancer le candidat socialiste, que ce soit vous ou Rémi Féraud. Même Sophia Chikirou et les filles feraient un score important, entre 14 et 17%. C'est pas le scénario de l'échec annoncé, ça? Non, moi je prends les sondages. Même si c'est un sondage. Exactement, c'est un sondage. Mais donc, on est très loin de l'élection. Deuxièmement, nous, on n'a pas encore lancé notre campagne, puisque nous avons été pris pendant le long mois par une primaire interne. Donc les sondages, il faut les prendre. D'après le sondage. Eh ben, ils découvriront avec plaisir qui je suis. C'est au moins un avantage par rapport à d'autres candidates. Mais il faut surtout pouvoir construire une dynamique politique, être audible sur le projet que l'on va proposer. Et puis après, ça renvoie à quelque chose de fondamental et de très heureux, c'est que ce sont les électeurs qui décident. Les électeurs, si le candidat écologiste devait arriver devant vous au premier tour, second tour, vous le soutenez? Bon, évidemment, le périmètre de la gauche parisienne, à condition évidemment qu'on soit clair sur les alliances. Les alliances, c'est quoi justement? C'est moi, je souhaite que nous puissions engager des discussions rapidement avec le Parti communiste et avec Place Publique, que nous ayons des discussions avec les écologistes. Ma référence historique, c'est la gauche plurielle de Lionel Jospin. Nous ne souhaitons pas d'accord avec LFI ni au premier tour. Aucun accord? Non, ni au premier ni au deuxième tour. Daniel Simonet? Mais il ne le souhaite pas. Daniel Simonet, elle n'est pas dans la France Insoumise, elle est dans un mouvement qui s'appelle l'Après. Elle est, de ce que je comprends elle-même, très en rupture avec LFI. C'est pas à moi de dire je veux ou je veux pas travailler. Non, mais est-ce que vous pouvez travailler avec elle? Oui. Parce qu'on se rappelle d'une chose de l'élection législative de 2022. Elle avait fait campagne avec Corbyn. Je l'ai bien en tête. Du Parti travailliste. Je l'ai bien en tête et elle s'est exprimée plusieurs fois elle a assumé, y compris. Oui, elle a pris aussi ses distances sur ces sujets-là avec la LFI. C'est aussi au cœur de sa rupture avec LFI. Et donc, c'est pas. Donc vous pouvez vous allier avec elle. C'est pas d'alliance avec LFI ni au premier ni au deuxième tour. C'est donc au périmètre de la majorité municipale et on verra dans les semaines qui viennent avec qui on peut travailler dès le premier tour ou avec qui nous discuterons pour le deuxième tour. Parti communiste, vous alliez avec eux? Oui. Parce qu'il y a une déclaration de Yann Brossa qui fait partie de la majorité municipale, sénateur de PC de Paris, qui a affirmé vendredi, je le cite, que des ministres de Netanyahou sont des ultra-orthodoxes qui ne réservent pas un meilleur sort aux femmes que les mollahs iraniens. Oui, alors je ne l'aurais pas dit comme ça, mais comme Yann Brossa, je condamne avec la plus extrême vigueur les ministres d'extrême droite, les ministres d'extrême droite donc du vous parlez gouvernement Netanyahou. de Ben Gvir et de Smotrich, mais a priori, je me trompe peut-être, on peut considérer que ces deux ministres, comme beaucoup d'Israéliens, posent un problème à la démocratie israélienne, mais en Israël, aucune femme n'a jamais été vitriolée, violée, torturée ou pendue pour son accoutrement. Là, vous faites de l'exégèse de l'expression de Yann Brossa, pas de la mienne. Je ne confonds pas les choses, mais n'allez pas jusqu'à exonérer les ministres d'extrême droite de leur propre turpitude. Non, mais c'est pas ça. Par ailleurs, ils ne sont pas au pouvoir, ils sont au gouvernement. Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils feraient s'ils étaient au pouvoir? Pardon, mais il ne faut pas non plus tomber, parce qu'on protège et qu'on est un défenseur d'Israël, tomber, entre guillemets, dans la complaisance avec l'extrême droite. C'est pas le cas du tout. C'est parfait. C'est parfait. Alors on est d'accord, et je pense même que vous êtes d'accord avec Yann Brossa. Non, je ne suis pas d'accord avec Yann Brossa. Vous l'inviterez, vous lui direz. Parce qu'il n'y a pas de parallèle à faire entre les mollahs iraniens et les religieux israéliens. Effectivement, je ne fais pas de parallèle, je ne l'ai pas fait. J'ai dit que je n'aurais pas employé ces mots, mais je veux aussi dire tout aussi clairement qu'il n'y a aucune indulgence à avoir vis-à-vis de la partie d'extrême droite du gouvernement de Netanyahou, qui, je le pense, fait beaucoup de mal à Israël. Vous savez ce qui a été rappelé depuis ces déclarations de Yann Brossa, qu'il s'était énorgueilli du fait que son grand-père, Marcus Kleinberg, avait espionné Israël dont il était citoyen au profit de l'URSS jusqu'en 1983, avant d'être arrêté et écroué. J'ai lu le livre de Yann Brossa. Il a pas connu, vous le savez, il l'a connu, mais il était tout jeune gamin. Il allait le voir tous les ans en Israël. C'est le héros de Yann Brossa. Il était tout jeune enfant. Écoutez, Frédéric, qu'on ait soi-même des indulgences pour ses grands-parents me paraît normal. C'est certain. Mais quelque part, ça a choqué beaucoup de monde. Que Brossa fasse ce parallèle. J'ai bien compris, mais je vous le dis, ce ne sont pas mes mots, mais je sais que Yann Brossa, dans la lutte contre l'antisémitisme, il est avec nous, il est avec moi, et je ne veux pas non plus
tomber dans le piège de condamner ses propres amis sous prétexte d'un tweet ou d'une déclaration. Et donc, il pourrait faire partie de votre majorité. Mais il le fera avec grand plaisir, comme il l'est déjà. Alors, au passage, la réforme de la loi PLM, la commission, qu'est-ce que vous attendez de la commission mixte paritaire qui doit se finaliser la semaine prochaine l'examen de cette proposition de loi visant donc à réformer le mode de scrutin au municipal de Paris, Lyon et Marseille, et donc de mettre Paris, Lyon et Marseille au même niveau que les 36 000 autres communes de France. Oui, mais c'est là qu'est entre guillemets, l'indélicatesse, voire même la forfanterie. C'est que non, pas la vôtre, celle du législateur. Ce n'est pas du tout ce qu'il propose. Il ne propose pas d'aligner. C'est un régime d'exception qui, je le rappelle, n'a été adopté à l'Assemblée nationale que dans une alliance baroque du Rassemblement national, de la LFI et des macronistes. Ce projet est mal ficelé, ce projet est mal engagé parce qu'il a été, sur le plan démocratique, extrêmement mal préparé. Le Sénat s'y est opposé très majoritairement. En commission mixte paritaire, cette semaine, on verra, je doute qu'il puisse y avoir un accord. Après, c'est... notamment du fait de l'opposition, a priori, des sénateurs. Exactement, et notamment de l'opposition des LR. Il faut comprendre que et si ça passe, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas que la gauche qui s'y oppose. Qu'est-ce qui se passe ? Après, il y aura un examen, le vote en CMP en Assemblée, probablement que ce sera adopté. Et moi, j'ai déjà préparé un recours au Conseil constitutionnel que je proposerai aux députés de gauche qui le souhaitent, parce que je pense que cette loi est mal préparée et repose sur un mensonge. C'est quoi le mensonge ? Le mensonge, c'est de faire croire que le mode actuel n'est pas démocratique, et le deuxième, c'est qu'on va aligner le mode de scrutin Paris-Lyon-Marseille sur le droit commun. Ce n'est pas ce qui est prévu. C'est un régime d'exception qui est une monstruosité administrative et politique. Mais les régimes d'exception n'existent pas depuis 1983 à Paris ? Non, mais Paris, c'est très grand. Paris. Marseille, à quel moment on pense que démocratiquement, c'est logique de gouverner une ville comme Paris de plus de 2 millions d'habitants de la même façon qu'une petite ville de 5 000 habitants. C'est la représentation, c'est un moyen d'éloigner considérablement les élus du terrain, c'est mettre en fragilité les arrondissements, et moi je suis un défenseur des arrondissements parce que les arrondissements, c'est la garantie de la proximité pour nos concitoyens. D'ailleurs, j'aurais pour objectif, si je suis maire, de renforcer le pouvoir des arrondissements, ce qui permettra à la mairie centrale de se concentrer sur les grands enjeux stratégiques et notamment sur la coopération au niveau du Grand Paris. Donc cette réforme, je le dis, est un mensonge et est mal faite. Prenons le temps d'en discuter. Je ne suis pas du tout fermé à l'idée d'en discuter, mais prenons dans le bon ordre. Parlons des compétences, parlons de simplification, faisons un vrai débat avec les Parisiens et tous les grands Parisiens après 2026. Attendons les élections et engageons une réflexion et un travail de fond. Et est-ce que vous êtes de ceux qui considèrent que cette réforme de la loi PLM, c'est une réforme pour faciliter l'élection de Rachida Dati? Oui, elle le voit comme ça, mais si le RN et LFI la soutiennent, c'est qu'ils pensent y voir leur intérêt aussi. Et donc, je pense que sur le plan démocratique, quand il y a un projet qui ne passe que par une alliance de circonstances du RN, de LFI et des macronistes, ça signe la très mauvaise intention et entre guillemets, le peu de socle démocratique de cette réforme. Et ça veut dire que si cette loi est réformée, vous auriez moins de chances d'être élu? Alors, c'est faux. C'est faux. J'insiste sur un point. Non, mais vous avez totalement raison de me la poser, mais je veux dire que c'est faux. Tous vos confrères, Le Monde a fait un grand article là-dessus. Les projections montrent qu'avec ce mode de scrutin qu'ils proposent, la gauche aurait gagné toutes les élections d'avant, 2001, 2008, 2014, 2020. On verra en 2026, on ne sait pas encore comment les gens vont voter. Mais ce qui renvoie à quelque chose de simple, c'est que ce n'est pas vraiment le mode de scrutin qui fait l'élection. C'est ce que veulent dire les électeurs. S'ils veulent voter à gauche, ils voteront à gauche. S'ils veulent voter à droite, ils voteront à droite. Donc on a parlé des alliances. Donc alliance, vous dites, avec les Verts, avec Place Publique, avec le Parti communiste. Et est-ce que vous pourriez l'ouvrir aux macronistes ou à une partie des macronistes? Clément Beaune, par exemple, est-ce qu'il peut être avec vous? Je n'en sais rien. Écoutez, Clément, vous avez travaillé Clément avec lui, Beaune, j'ai travaillé avec lui, je le connais bien, c'est quelqu'un que j'apprécie à titre personnel. C'est à eux de le dire. On voit bien que dans ce qu'on appelle le macronisme aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui n'ont plus rien à voir les unes avec les autres. Moi, ce que je souhaite, c'est être un candidat de gauche. Et je ne veux pas que les discussions d'alliance ou qui aime qui, etc., parasitent la clarté du positionnement politique. Je suis un candidat de gauche sociale et écologique. Ma priorité politique, ce sera la transition écologique de la ville, ce sera l'attractivité économique et veiller à ce qu'elle soit partagée. C'est le soutien aux classes populaires et aux classes moyennes. Voilà, c'est ça le cœur de projet. Si des gens veulent se réunir sur ce projet-là,
eh ben, ils seront les bienvenus parce que je ne suis pas un sectaire. En revanche, il faut que ça se fasse sur la clarté du projet. Des gens, c'est-à-dire Clément Beaune? Peu importe, on ne va pas égrener le Des gens bottin. comme Agnès Buzyn, par exemple. Et tout cela vaut une voix dans les urnes comme pour les autres. Je veux d'abord imprimer la clarté du projet de gauche sociale et écologique que nous voulons porter. Et ensuite, chacun choisira en conscience. Parce que implicitement, quand vous me posez la question, c'est le choix entre Dati et Grégoire. À la fin des fins, il faut faire un choix. Et ben, ils feront le choix qui leur paraît le mieux. Si les deux listes arrivent en tête. Vous comprenez que j'en caresse l'espoir. Ils feront leur choix en conscience. D'ailleurs, est-ce que vous êtes certain que Rachida Dati sera candidate? Oui, c'est parce que mon sentiment. Certains se posent la question. Je vois bien que beaucoup se posent la question, mais moi, de ce que j'observe, je pense qu'elle sera candidate. Oui. Elle sera candidate. Oui. Elle n'aura pas de problème. C'est pas mon rôle de me mêler de ça. Ça, c'est le rôle des journalistes de la justice. C'est pas mon rôle. Je ne m'exprime pas sur ces sujets-là. Elle a déjà bien assez à faire. Alors, on en vient pour conclure à l'état des finances publiques et de la dette. Est-ce que d'abord François Bayrou a raison de dire que tous les Français, sans exception, doivent faire des efforts? Oui, enfin, il devrait commencer lui-même d'ailleurs. Il devrait commencer par s'imposer cette belle règle à lui-même. Je le dis parce que on a encore eu la polémique sur le déplacement à Biarritz, etc. Quand on est en un moment qui impose de la sobriété collective, il faut que ceux qui nous représentent l'incarnent plus que les autres d'une certaine manière. Donc, c'est anecdotique, mais on voit bien à quel point ça peut faire mal dans l'opinion. On va préciser les choses. Parce qu'il y a 40 milliards à trouver. Est-ce qu'il faut taxer le patrimoine des riches, s'orienter vers la taxe Zuckman, s'orienter vers une année blanche, mettre en place une TVA sociale, ou encore taxer plus les retraités les plus privilégiés? Alors, augmenter éventuellement la CSG pour les... Je peux avoir mon opinion personnelle, et le Parti Socialiste, on y travaille depuis maintenant un moment, avec notamment nos chefs de file sur ces sujets budgétaires, Philippe Brun sur l'aspect projet de loi de finances et Jérôme Guedj sur l'aspect loi de financement de la sécurité sociale. Les retraites. Première chose, c'est que nous, le groupe socialiste, on est 66 députés, enfin, société apparentée, on est 66 députés dans une Assemblée nationale beaucoup plus grande, et donc personne n'a raison seul dans ce débat. Mais c'est là que je veux donner un petit message grave et extrêmement important. Nous avons discuté avec le gouvernement Bayrou, suite à la chute de Michel Barnier, des conditions des négociations budgétaires pour ne pas le censurer. Pourquoi ? Parce que nous ne pouvons pas être insensibles au fait qu'il faut un minimum de stabilité pour le pays. Nous sommes en train de regarder, et nous avons encore du travail pour cela, si les engagements budgétaires qui nous avaient été concédés ont bien été honorés. Donc concédés pour que vous n'otiez pas la censure. Exactement. C'est important de vérifier. Et la première impression que vous avez, c'est quoi ? C'est que c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et donc, à l'évidence, quand on est dans une négociation et qu'on prend des engagements réciproques, nous, de ne pas censurer, et le gouvernement d'honorer un certain nombre de priorités budgétaires. On avait demandé des moyens sur la santé, des moyens sur la transition écologique, sur MaPrimeRénov', sur des emplois, notamment pour la prise en charge des enfants en situation de handicap à l'école. On va faire le point tout à fait complet sur tout cela. Il est certain que si nous avons le sentiment d'avoir été dupés, le sentiment que le Premier ministre nous a menti, cela ne pourra pas ne pas avoir de très graves conséquences pour lui. Vous avez le sentiment aujourd'hui d'avoir été dupé ou pas ? Nous avons ce sentiment monte, pour le dire différemment. Ce sentiment monte parce que donc ça veut dire que votre menace de dissolution, c'est une menace sérieuse, c'est pas une tartufferie. Non, d'abord, c'est jamais une tartufferie. Je reprends le titre n'ai pas l'habitude d'un papier du JDD d'aujourd'hui. Je sais pas, je lis pas le JDD. On a une responsabilité. Vous pouvez aller jusqu'au bout devant nos électeurs. On dit des choses si il n'est pas fait entre guillemets respect aux engagements qui avaient été pris. C'est évidemment très grave. Une censure qui pourrait pouvait survenir avant l'été ? Je ne sais pas, on continue. C'est une option, je le dis très clairement, c'est une option dont nous discutons. Olivier Faure et Boris Vallaud l'ont dit très clairement. C'est une option qui est sur la table et dont nous continuerons à discuter dans la semaine à venir. Dans la semaine à venir, les résultats du conclave sur les retraites notamment. La non-abrogation de la réforme des retraites, c'est-à-dire le non-passage de 64 à 62 ans, est-ce que ça peut conduire le PS à proposer une censure? Alors, c'est pas uniquement ça, là aussi, parce qu'on a bien conscience qu'à 66 députés, on ne décide pas du destin du monde. Mais en revanche, ce sur quoi nous voulons être très clairs, c'est que le Premier ministre avait pris des engagements vis-à-vis des socialistes. C'est que, à l'issue de ce travail du conclave, l'Assemblée nationale
soit saisie du sujet. Il a redit. Quel est le dernier mot? Non, il n'a pas dit ça. Il a dit qu'elle ne serait... Il dit jamais la même chose, on ne comprend jamais rien. Un jour c'est oui, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, etc. Il faut de la clarté. Il commençait à dire, oui, mais s'il n'y a pas d'accord au conclave, ce n'est pas la peine de saisir... L'Assemblée nationale doit avoir le dernier mot. Nous avons encore récemment voté une résolution sur ce sujet des retraites. Il avait pris l'engagement que l'Assemblée nationale aurait le dernier mot sur ce sujet de la réforme des retraites. Là encore, s'il manquait à sa parole, ce serait un élément qui contribuerait encore plus à nous fâcher. Sur les retraites, justement, vous parliez de Philippe Brun, il était là il y a quelques semaines, il disait passage à 62 ans, c'est pas forcément une nécessité absolue. Est-ce que la France, quand on voit ce qui se passe dans les autres pays européens, départ à la retraite à 66 ans en Belgique, 66 ans aussi au Royaume-Uni, 67 ans en Allemagne, au Danemark, en Italie, ainsi de suite. Est-ce que la France peut être le seul pays d'Europe où on devrait partir plus tôt à la retraite qu'ailleurs en Europe? Est-ce que ça peut... c'est une île? Non, d'abord, c'est pas une île. Deuxièmement, au jeu des comparaisons, il y a même des pays où il n'y a pas de régime de retraite. On peut aussi prendre ça comme référence. D'accord, mais ce ne sont pas les mêmes modèles d'emploi. Il faut aussi avoir en tête que plus on monte en âge, plus le taux d'emploi s'effondre. Et donc, à quoi ça sert de ne pas partir en retraite si c'est pour être chômeur, donc il faut avoir tout ça. Moi d'abord, j'ai pas d'avis arrêté. Le principe d'une négociation, c'est que on met tout sur la table. 64 mais ans, en revanche, 62 ans ou rien. Mais on sait très bien que ça peut pas être aussi simple que ça. Parce qu'aujourd'hui, on part, l'âge moyen de départ à la retraite, c'est 63 ans et 3 mois, je crois. Oui, mais d'abord, ça change souvent, parce que ça dépend beaucoup de la situation économique. Donc, il n'y a pas de tabou sur ces sujets-là. Simplement, il faut une immense clarté sur le fait que ça doit se faire en transparence vis-à-vis des Français. Et deuxièmement, que c'est l'Assemblée nationale qui doit en décider. Parce que de la même façon, je pourrais insister dans mon propos sur le fait qu'il y a aussi des ressources à trouver et que nous aurons des propositions à faire en la matière. Merci en tout cas, Emmanuel Grégoire. Merci à vous d'avoir répondu à cette invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J. À dimanche prochain. Merci. Merci.